annoncé. Ngongo a trop de coquilles. Le candidat du RDPC, c'est John Gouté. Je le dis, je l'assume. Non, le candidat du RDPC, c'est Paul Biya. Je le dis, le candidat du RDPC, c'est John Ngouté. Expliquez-vous. Mais je le dis parce que je le sais. Oui. Je le sais. Comment vous le savez? Je le sais parce que je le sais. J'ai des informations. Je suis impliqué donc, dans le fonctionnement du champ politique camerounais. Je le sais, aussi simple que ça. Voilà. Alors, jusqu'à preuve de contraire, et pour que les téléspectateurs ne se méprennent pas, le candidat du RDPC, c'est bel et bien le président. C'est une diversion. Paul Biya, depuis 2018, n'a jamais accepté d'être candidat à l'élection présidentielle. Il a été poussé à bout par les réseaux occultes qui ont essayé de tout faire pour se refaire à travers les réseaux du pouvoir du président Paul Biya. Je vous le dis sans aucune emphase. Le candidat du RDPC à l'élection de 2025, c'est John Gouté. En attendant de déployer, comment il faut donc lire et comprendre l'action du secrétaire général Ferdinand Ngongo, mandaté par le président de la République justement pour mener ces discussions avec les forces vives et les élites des 10 régions du Cameroun? C'est une diversion. Dans le RDPC, on est solidaire. On est solidaire parce que chacun joue son rôle. Ngongo joue son rôle. Il sait, Gate, Covid Gate et tous les scandales qui sont liés au Cameroun, les liés. Vous savez, le CONSUP, le contrôle supérieur de l'État, a clairement, la Chambre des comptes de la Cour supérieure, a clairement épinglé Ferdinand Ngongo, cité nommément. Dans les scandales qui émaillent le dysfonctionnement de l'État du Cameroun, on ne peut pas prendre le risque de mettre quelqu'un comme lui en avant quand il s'agit de faire, d'affronter, n'est-ce pas, un combat comme celui que nous avons en 2025. Il faut quelqu'un de neutre, quelqu'un de soft, quelqu'un qui n'a pas de coquilles. Et quand on regarde aujourd'hui dans le gouvernement RDPC, celui qui a ce profil idéal, c'est John Gouté. Et je pense que ce qu'il est allé faire au nord-ouest, au sud-ouest, c'est un début de campagne pour polir sa personnalité, parce que forcément, dans cette élection de 2025, nous aurons un candidat anglophone qui sera produit par le RDPC pour polir l'image de celui-là qui viendra redorer le blason, résoudre le problème anglophone, mettre le Cameroun sur les rails, n'est-ce pas, d'une certaine émergence. Et je pense que John Gouté est le meilleur profil que le RDPC ne puisse pas se gargariser de pouvoir produire. C'est une manne en or. Et je pense que le candidat du RDPC à l'élection présidentielle de 2025, c'est John Gouté. Alors, Henri Atangna, on était parti sur des prélogomènes qui étaient statiques, sur des choses qu'on sait et qui semblent être des certitudes. On a pu lire l'activité récente de Ferdinand Ngongo comme étant justement une offensive du RDPC afin d'enrayer les coups de boutoir dus aux défections de Issa Chiroma Bakari et de Bello Bouba Maïgari. Voilà que Salmon Béas nous sort cette théorie. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la fantasmagorie? Est-ce que ce n'est pas un peu surréaliste d'avoir un RDPC qui présente une autre figure à cette présidentielle que la figure que tout le monde attend, celle de Paul Biya? Mais c'est pas inimaginable. En tout cas, je ne pense pas que les sorties du secrétaire général à la présidence, ce soit des sorties qui sont une réaction à ce qui s'est passé par rapport à M. Issa Chiroma et M. Bello Bouba Maïgari. Je pense pas. Le chef d'État, le PRC, a toujours consulté toutes les régions avant d'aller aux élections. Je dis bien toutes les régions. Les gens ne savent pas. Ils consultent toujours. Et quand je dis toutes les régions, c'est ce qu'on appelle les élites. Et par élite, on y met les chefs traditionnels. Tous donnent leur accord. Je dis bien tous, sans exception. Et c'est des gens ont donc pris l'habitude de négocier des positionnements, des postes pour le soutenir. Alors je vais faire une petite, je vais faire une petite confidence. Enfin, je suis quand même assez informé au Cameroun.
à la dernière élection présidentielle, le dernier groupe qui a soutenu le chef d'État. Vous avez vu tous les groupes sortis, tous les chefs traditionnels, sauf les Sawa. C'était les derniers qui sont sortis. Mais quand il y a eu les émeutes de 2018, quels sont ceux qui ont le plus ardemment soutenu le chef de l'État? C'était les chefs Sawa. Souvenez-vous des événements. Parce que les émeutes ont commencé à Douala. C'est à ce moment que Paul Biya a dit, mais vous m'avez dit de me présenter. J'ai répondu à ce que vous avez demandé. À l'époque, je peux être précis, hein, si vous voulez. À l'époque, ils avaient demandé le port autonome de Douala. C'est comme ça que Dayas Mounou est surtout le directeur général du port autonome de Douala. Là, je suis précis de ce qu'ils avaient négocié. Je peux même vous dire quand la réunion s'est passée et où, à Douala. Donc, c'est une parenthèse. C'est comme ça que, vous avez vu, ils étaient très véhéments à demander aux jeunes d'ailleurs, les chefs de Douala sortant en disant, si vous vous amusez, on vous met hors de Douala, allez faire les émeutes chez vous. Vous vous souvenez? Mais pas ici, chez nous. En réalité, beaucoup de gens sortent et disent, certains disent, ok, d'accord, nous on veut bien te soutenir à condition d'avoir ça, ça et ça. Et c'est ça qui équivaut souvent à la répartition régionale des postes. Et pour diriger le Cameroun ensemble. C'est ça qui est la difficulté du Cameroun. C'est que le Cameroun est dirigé par les Camerounais et par les élites camerounaises. Et non par le chef d'État lui-même. C'est une sorte de personne qui agit et c'est comme ça depuis, hein, c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'il a pensé que les Camerounais voulaient diriger leur pays eux-mêmes. Et il pensait que, c'est d'ailleurs ça le sens de la souveraineté, beaucoup de gens ne savent pas que c'est ça que ça veut dire démocratie. La démocratie implémentée est née après les révolutions en Europe. On est allé de Dieu souverain au peuple souverain. Parce qu'avant, c'était le roi qui était souverain. C'est toujours important de comprendre ça. Le peuple souverain, la démocratie, ça ne veut pas dire la vertu. Je rappelle souvent pas tout le monde. La démocratie veut dire que comme nous avons choisi, nous sommes responsables de notre sort, on ne peut accuser personne. Quand le roi était souverain, à travers Dieu, je rappelle en passant que la majorité des royaumes sont sacrés par le pape. C'est pas pour rien que c'est le pape qui va sacrer les royaumes. Donc c'était comme ça avant. On parlait alors de théocratie ou de monarchie. Le problème, c'est que quand le peuple avait faim, il s'adressait au roi. Et quand on leur a dit, maintenant, on vous donne la démocratie, c'est-à-dire que vous choisissez, c'est fait pour que vous ne reprochiez que vous-même. Et la démocratie est pensée pour que quand vous n'êtes pas d'accord avec ce souverain élu, qu'à la prochaine élection présidentielle, vous puissiez le changer. Voilà, la démocratie n'est pas une vertu, c'est pas parce que vous avez élu que la personne, que c'est une bonne chose. C'est un truc qu'il faut enlever de vos têtes. On dit que vous êtes souverain, ça veut dire que vous avez choisi. C'est que vous avez choisi vous-même. Si vous choisissez vous-même d'acheter une voiture à la place de construire la maison, et que vous vous rendez compte que le choix était mauvais, vous ne vous en prenez qu'à vous-même. Alors que si c'est un conseiller qui vient vous dire que prenez cette option économique à la place de celle-là, là vous vous en prenez à celui qui vous a donné le conseil. C'est ça le but de la démocratie, pour que les gens l'oublient. C'est pas parce que c'est bien qu'on fait la démocratie. Donc on peut parfaitement choisir un parfait idiot. Oui, Hitler a été démocratiquement élu et plébiscité par les Allemands. C'était le choix des Allemands. Ce n'est qu'un exemple, je peux en donner. Hein. Le reste, c'était le choix du peuple allemand. Donc il faut faire attention avec la notion de démocratie. Donc, au Cameroun, le chef de l'État, qu'est-ce qu'il fait souvent? C'est qu'il consulte toutes les populations et il entend toutes les revendications. Il essaie d'équilibrer les revendications et ces gens-là le supplient d'ailleurs d'aller aux élections. Parce que le changement de chef d'État au Cameroun sera un tsunami. Parce que si vous changez le chef de l'État, toutes les élites là n'ont pas la garantie de leur place. Ils n'ont plus la garantie de leur place. Ils n'auront pas le temps de... Imaginez là quand un chef d'État soit là nouveau, ils n'auront pas le temps de retourner leur veste. Parce qu'ils retourner les vestes, ils sont experts en la matière.
Voilà pourquoi on le pousse. Même ceux qui lui disent tu ne te présentes pas, nous on va te forcer à te présenter. Parce qu'ils savent que quand ils se présentent, les élites vont rester. Vous imaginez Salomon Béas, chef d'État, avait dit justement lors de cette visite d'Emmanuel Macron à Yaoundé, répondant à Amélie Tullet de Radio France Internationale, que le moment venu il avisera, soit il continue, soit il rentre au village se reposer. Est-ce que la deuxième hypothèse est véritablement envisageable? C'est ça que je dis. Parce que chaque fois qu'il s'est présenté, il a consulté les gens. Quand il y a le putsch au Cameroun, les gens ne savent pas que Paul Biya dit non, moi je ne veux pas que les gens meurent. Venez prendre si c'est ça que vous voulez. C'est les militaires Ngansop qui étaient général. Et ce monde qui lui ont dit pardon, on vient de passer 22 ans d'Aïdjo. Tu dis que tu vas rester là de gré ou de force. Je vous dis, on lui dit tu restes là de gré ou de force. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui consulte toujours. Mais il faut bien comprendre que dans ce système élitiste, les élites essaient de garder le pouvoir. Ce sont ces élites-là qui lui disent « reste ». Ce sont les élites qui lui disent « reste, on va te supporter ». C'est ça que je veux faire comprendre. Donc ça veut dire que s'il consulte là, et on vient, on lui dit que non, franchement, nous on ne veut plus de toi, il va partir. Et l'hypothèse de Béas devient crédible. Alors ça... La preuve, vous avez vu, ces grands supports au nord sont partis. Est-ce que vous voyez qu'il essaie de les retenir? Vous avez entendu l'un d'eux dire que, depuis qu'il est parti, Paul Biya ne l'a même pas appelé pour comprendre. C'est quelqu'un qui attendait qu'on le appelle pour négocier. Et vous avez vu la réaction de M. Biya? Non, partez. Une façon de dire, prenez maintenant le pouvoir. Il leur a dit, vous pensez peut-être qu'ils lui ont mis un couteau dans le dos? Non, vous appelez coup de boutoir. Non, si Paul Biya avait les récupérés, au Cameroun, on sait quoi faire. Hein? On te rappelle et on te donne ce que tu veux. Mais je vais vous poser une question. Dans les revendications de ceux qui sont partis, vous avez entendu quoi d'original? Vous avez entendu quoi d'original? À part dire, oui, les enfants du Nord sont discriminés, par des choses qu'on entend depuis je ne sais plus quand. C'est-à-dire, on ne peut pas dire ça. Je veux dire, quand on est nordiste, on ne peut pas dire ça. Je rappelle ici qu'à l'époque d'Aïdjo, quand tu étais nordiste, tu rentrais à l'ENAM avec le BEPC pendant 22 ans. C'était à l'issue d'une politique d'équilibre régional qui était effectivement, qui pouvait se comprendre à ce moment-là. Qui pouvait se comprendre. Vous voyez à quel moment on vous a traumatisé jusqu'à où vous arrivez à comprendre l'incompréhensible. Monsieur, pourquoi on n'a pas mis on n'a pas permis aux pygmées de rentrer avec le BEPC? Vous pouvez m'expliquer pourquoi la population primaire, primitive du Cameroun qu'on appelle les pygmées, il n'y en a aucun nulle part. Arrêtez de vouloir expliquer l'inexplicable. Dans un État-nation, on ne divise pas les gens au départ Qu'est-ce qui va se passer? Aïdjo ne faisait pas partie des gens qui ont lutté pour les indépendances. On le met au pouvoir. Il se sent seul et va vouloir créer une classe d'élite nordiste. Je n'ai rien ni contre ni pour. Il va vouloir créer. Et comme il n'y avait pas cette classe-là, il a créé. Il a créé du point de vue intellectuel, il a créé du point de vue financier. Il avait déjà créé des milliardaires. À l'ouest, il s'est rendu compte qu'il fallait des milliardaires aussi au nord. On les a créés de toutes pièces parce qu'après les indépendances, on est tous fils de paysans et petits-fils de paysans. Moi, il y a les gars de mon âge qui sont fils de maison, on les compte au bout des doigts. Donc, c'est-à-dire qu'ils héritaient même d'une maison. Encore que au Cameroun, je suis au tribunal, il faut d'ailleurs que je demande des conseils à M. Béas parce que comme il est juriste, ça va. Pendant le règne de Aïdjo, il y a une bonne partie du Sud. Vous ne voyez, ils étaient vraiment, je ne vais pas dire discriminés, mais ils n'étaient pas au premier plan. Tu ne pouvais ressortir que si tu allais au Conseil des ministres avec le gant droit. Si vous voulez, je vous envoie les photos des conseils des ministres d'Aïdjo. Tout le monde venait là, voilà. Ça se passait comme ça parce que c'était devenu des ministres alimentaires. Les gens se battaient pour leur poste. Il y avait beaucoup de ça. Il ne faut pas penser que tout le monde là était quelqu'un de conscient, de nationaliste, de... Non, non, non. Aïe. Il y a des gens qui se sont dit, ok, d'accord, moi je vais chercher ma pitance.
Et c'est ça le problème du Cameroun. On a donc créé les élites. Et ce sont ces élites-là qui sont consultées. Et on consulte ces élites-là pour savoir si le chef d'État va se représenter. Si la consultation est négative, ce dont je doute fort, vous parlez de Issa Chiroma, vous parlez de Bello Boubacaré, il suffit dans le même coin là d'aller prendre un ressortir ça là, de leur donner leur place. Et vous allez voir comment les foules vont se retourner devant ceux qui vont les remplacer. Parce que l'électorat de masse n'est pas un électorat intellectuel. Donc, ce sont les consultations qui sont en train d'être effectuées. Et je soupçonne d'ailleurs que dans ces consultations, le chef d'État même lui dit à Bello Maïgari, bon, vas-y, va dans la compétition. Parce qu'il y a un gros enjeu là. Celui qui va remplacer Paul Biya, celui qui sera le second, Paul Biya leur a dit, allez en compétition et vous allez vous-même décider de celui qui me remplace. Donc, il faut surveiller le numéro 2 de cette élection. Il faut surveiller le numéro 2 de cette élection. Pour rappel, Bello Maïgari a déjà 82 ans. Et Issa Chiroma n'est plus très très jeune non plus. Pour rappel. Donc, il y a de fortes chances qu'il y a un rééquilibrage des partis politiques de façon à pouvoir faire face. Et il y a de fortes chances que M. Paul Biya lui-même lâche le lest pour préparer son départ, de façon à ce que la compétition soit dure et que le meilleur gagne. Et que ce meilleur-là peut être Bello Maïgari, il peut être Issa Chiroma. Il doit être le premier ministre John Ngouté. Mais je ne pense pas que politiquement, le secrétaire général de la présidence soit bien placé. Du point de vue politique, je ne parle pas du point de vue de responsabilité du pays. C'est un numéro 2 de l'exécutif. Mais politiquement, du point de vue de la popularité politique, John Ngouté a beaucoup plus de popularité que lui. Ça, c'est mon analyse. Donc, ça fait une élection cruciale où ce serait important pour trouver le vrai numéro 2 du Cameroun, qui sera celui qui risque de prendre une place pour éventuellement remplacer le chef d'État en cas de démission ou de vacance du pouvoir. Et je vous l'ai dit, il y a un jour aujourd'hui que les populations ne sont pas partenaires du contrat social. Ceux qui sont partenaires du contrat social, c'est le peuple. La justice est rendue au nom du peuple, pas des populations. Il faut une évolution pour que les populations subissent une transformation pour devenir un peuple. C'est ce que Omniobel Ompodol avait prescrit en 1948. Mais ça n'a pas été fait. Parce que la France, oujoulatiste, a contribué à éliminer tous ceux qui étaient porteurs de ce projet. Notamment Omniobé, Ernest Ouandjé, Albert King, Félix Roland Moumié et Ernest Ouandjé assassinés et tués par les politiques françaises le 15 janvier 1971. J'insiste. C'est la France qui a tué Ernest Ouandjé. Quand je le dis, je ne déteste pas Kylian Mbappé ou Lilian Thuram ou encore Bertram Leboeuf ou Zinedine Zidane. Je le dis parce que j'indexe les politiques françaises. Celles qui ont beau jeu de siéger au Conseil européen, au Parlement européen, aux Nations Unies, et qui gèrent les relations Afrique-Europe, Europe-Afrique et tout ça. France-Afrique. C'est celle-là que je fais allusion. Et je dis de façon claire, pourquoi John Ngouté est le candidat du RDPC? John Ngouté est le candidat du RDPC parce qu'il est le seul qui traîne moins de casseroles dans le RDPC. Il n'a pas de casserole. Ngongo a les casseroles. Moutazi en a. Le ministre de la Commission en a.
Le ministre de l'économie en a. John Ngouté est propre. C'est monsieur propre. Il fait profil bas. Il respecte les Camerounais. Il parle toujours à voix basse. Il dit des choses propres. Et vous avez vu qu'avant le grand dialogue national, il était allé dans le Nozo. Il avait dit tous les problèmes doivent être débattus au grand dialogue. Atanga est venu dire que non, sauf la forme de l'État. Ils le combattent parce qu'ils savent que lui est propre. Eux sont sales. Ils le savent tous. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas moi qui le dis. Quand quelqu'un se déclare Moulinex, il dit qui broie les Camerounais. Vous croyez que quel Camerounais peut l'aimer? Le sort du RDPC est entre les mains de John Ngouté. Mais seulement, ça ne va pas être facile. Est-ce que les élites dont parle Henri Atangana sont d'accord, pourraient être d'accord pour faire le compromis autour de sa figure, autour d'une autre figure que celle de Paul Biya? Mais c'est pour ça que John Ngouté est en tournée. C'est Paul Biya qui envoie John Ngouté en tournée dans le Nozo. Parce que tous les candidats qui sont à l'élection présidentielle, ils ont misé sur le Nord. Personne n'a misé sur le Nozo. Parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas aller là-bas. À l'élection de 2018, aucun candidat n'a fait campagne dans le Nozo, aucun. Tous ont peur de la mort. Parce qu'ils savent qu'ils ont peur de la mort. Ils savent que la vie est précieuse. Ils veulent devenir président, pas parce qu'ils veulent mourir. Ils veulent devenir président parce que c'est un prestige. Même pas le candidat de votre parti politique. Je suis sérieux quand je le dis, je ne suis pas en train de blaguer. Maurice Kamto n'a pas fait campagne dans le Nozo. C'est pas toujours ce que, non, la communication de votre parti nous a fait croire. Il n'a pas fait campagne dans le Nozo. Il n'a pas fait. C'est vrai, il n'a pas fait. Quand on le dit, ce n'est pas un mensonge, il n'a pas fait campagne dans le Nozo. C'est pas évident de faire campagne dans le Nozo. Le Nozo est en guerre. Le Nozo emploie d'une guerre fratricide. Les coupeurs de route par là. Les Amba Boy par là. Moi-même, j'ai peur. Parce que je ne peux pas une balle perdue. Quand on ne fait pas campagne dans le Nozo, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le Nozo. Ça veut tout simplement dire que le Nozo est en guerre. Personne ne peut aller dans une zone en guerre. C'est normal. Celui qui veut reprocher ça à Maurice Kamto, lui-même doit réfléchir par 3 fois. Qui voit le danger part? Personne. Moi-même, je ne peux pas voir le danger et je pars. Sauf que le RDPC qui tient la machine étatique à la température de ce qui se passe. Vous avez vu John Ngouté aller au nord-ouest, à Bamenda. Il a été accueilli en grande pompe. Il a 2 jours là-bas pour faire campagne et tout. Les chefs traditionnels ont parlé. Il va être dans le sud-ouest. C'est une campagne. Le RDPC est en train de gagner 2 régions, le nord-ouest et le sud-ouest, qui ont été un peu exclus quand même des dernières échéances électorales. C'est pour ça que je dis, je ne vois pas un seul anglophone qui peut ne pas voter pour un anglophone qui est candidat à l'élection présidentielle, alors que la crise anglophone apparaît comme étant le plus grand scandale de la gestion de Paul Biya depuis 43 ans. Le RDPC a battu ses cartes. Le RDPC a battu la carte de Bello Bouba. Elle a battu la carte d'Issa Chiroma. Il a battu la carte de John Ngouté. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit à mes gens du MLC et de tous les partis d'opposition, vous bavardez beaucoup. Biya dit que je suis le meilleur élève de la France. Et vous voulez aborder le meilleur élève de la France avec des pincettes. C'est le meilleur élève de la France. En matière de politique. Et tout le monde sait dans le monde que même les États-Unis ne valent pas la France en matière de politique. Quand quelqu'un vous dit donc qu'il a l'agrégation de la politique donnée par la France, vous jouez avec la personne, c'est sérieux. Je pense donc que les Camerounais devraient être extrêmement sérieux. L'ambition pour nous, c'est de dégager le système RDPC qui gère le Cameroun pendant 43 ans pour mettre à la tête du Cameroun un patriote qui doit sauvegarder les intérêts du Cameroun, couper le cordon entre le Cameroun et la politique française. Je suis très radical là-dessus.
on ait la souveraineté, il faut couper le cordon comme Ibrahim Traoré l'a fait. On coupe le cordon. La France n'a plus rien à dire au Cameroun. Il faut trouver ce leader-là qui est capable d'avoir le courage d'incarner ses valeurs. Et c'est là où le combat se joue. Et c'est pour ça que j'appelle aux partis politiques de l'opposition d'avoir la hauteur de faire passer l'intérêt supérieur de la nation camerounaise au détriment de des intérêts individuels. Il ne suffit pas d'avoir un gars qui est agrégé de droit public, privé, ou bien tout autre droit qui n'existe pas encore. Il ne suffit pas d'avoir quelqu'un qui a travaillé dans les assurances et qui a plafonné comme directeur, PDG, PCA. Il suffit d'avoir un patriote, un gars de Loum, de Mbanga, de Djombe, de Penja, de Mombo, de Zouatele, de Otele, de Sangmelima, de Besombe, de Lognanga, de Pouma, de Bessunkan, qui aime le Cameroun. Un patriote qui fait passer les intérêts du Cameroun avant tout autre intérêt. C'est ce patriote dont on a besoin pour faire en sorte que la France n'exploite plus le bois de Yabassi, le fer de Malam. Que toutes ces richesses soient utilisées pour que le Cameroun se développe. Qu'on puisse faire avancer le Cameroun. C'est ça qu'on a besoin. C'est pas un gars qui va nous expliquer il tel que il est égal à 25, que la Cour constitutionnelle de justice est égale à ceci parce que le droit international fait ceci. Non! Nous ne voulons pas ça. Nous voulons un gars qui aime le Cameroun et qui est prêt à mourir pour le Cameroun. Alors, ça c'est les questions de fond. Sur le plan de la forme, Paul Biya avait annoncé sa candidature en 2018 par un tweet sur les réseaux sociaux. La candidature de Diongouté que vous évoquez, c'est la thèse que vous défendez, pourrait prendre quelle forme? Le RDPC rechine à s'organiser un congrès depuis 2016. Le RDPC fera un congrès extraordinaire qui sera ordonnancé par un juge, une commission ad hoc, parce que les tests du RDPC sont désuètes en matière de convocation normale du congrès extraordinaire. Il faut un juge ad hoc, une commission ad hoc. Et un juge le fera. Et ça, c'est le juriste qui parle. Mais bien sûr, je le dis. Ça veut dire que l'action de Léon Taylor-Onana peut aussi participer de l'éducation. Mais bien sûr, Léon Taylor-Onana a mis la pression et c'est ce qui se fera. Le RDPC n'est pas pressé. Vous savez pourquoi ils ne sont pas pressés? Parce que c'est Biya qui dit quand le corps électoral sera convoqué. C'est lui qui donne le timing des élections. C'est lui qui donne le timing de la campagne. En s'appuyant bel et bien sur le code électoral et la Constitution. Mais il y a un calendrier. Le Cameroun n'est pas un état de joie. Le président de la République a tous les pouvoirs. Vous pensez qu'il peut, décider que l'élection aura lieu, par exemple, en 2028? Il peut violer, les gens ne feront rien. Henri Atangana, j'ai envie de vous entendre sur cette question-là. Ils ne feront rien. Voilà. Comment on ordonnance tout ça sur le plan pratique, sur le plan formel, pour que ce soit conforme à la loi? J'imagine que c'est une exigence. Vous présentiez Paul Biya tout à l'heure comme quelqu'un qui n'était pas pouvoiriste, quelqu'un d'assez sobre. Il a également la réputation pour justement d'être quelqu'un d'assez légaliste, une légalité